Action. Et ça fera encore. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma vie. Qui êtes-vous? La caravane, elle était là. Avec ma mère, je venais à la messe ici. On était pauvres, hein, on n'avait rien, nous. Je m'échappais, je rêvais. Et la Renard qui nous donnait à manger me disait qu'un jour, ça serait meilleur. Parcours hors du commun. Ça l'a été. Quand on démarre comme ça dans la vie, on peut que partir vers le haut. L'enfance, c'est la détermination de ce que tu vas être plus tard. Ça l'a endurci tout de suite. Et c'est là que je commence à comprendre qu'il y a un peu d'argent. Psychologie particulièrement affinée. Ma qualité première, c'est l'instinct. Il y a 40 ans cours, il est imprévisible. Moi, mes deux ressorts, ils étaient là. Ou mourir ou vivre. La main de Dieu a été de mon côté puisqu'il m'a laissé vivre. L'épopée Rocancourt à l'arrêt. Je suis le playboy, tout le monde doit être avec. He could charm anybody. Van Damme est là, Mickey Rourke est là, tout showbiz me dit bonjour, je vais aux Oscars, on était dans le Pump It Up. À l'époque, j'ai 2 millions de dollars en parking de voiture, je suis déjà monté de temps haut. Le State contacte le FBI et le FBI se met sur moi. Braqueur de cerveau. La peur n'évite pas le danger. Une adrénaline comme il n'y a pas. Je n'ai jamais revu Rocancourt, ni les 17 millions de l'époque. Bonjour David. Bonjour mon cher ami, comment C'est vas-tu? vraiment un plaisir de te recevoir dans Cinématique sans toc. Nous, on attaque notre 9e saison et on te connaît bien évidemment, mais nos auditeurs ne te connaissent pas spécialement. Donc, qui est David Serrero? Ah bah alors, d'abord c'est ton ami, ça, sache-le. C'est un admirateur de ce que tu es, de qui tu es. Donc merci déjà de me donner l'opportunité d'être dans ta belle émission. Merci. Tout simplement, je suis un chronologique, je suis chanteur d'opéra, acteur, metteur en scène, producteur, réalisateur. Le C'est l'île dernier film rouge. que j'ai fait en tant qu'acteur, c'est L'île rouge de Robin L'île rouge Campillo. de Monsieur Gage. Monsieur Gage, merci. Et Et donc, c'était comment vraiment s'est un passé rêve. ce tournage? Parce que c'était un très très beau film. Ah, bah merci beaucoup. Bah, surtout un très grand réalisateur, Robin Campillo, qui, le film 120 battements, c'est une leçon de cinéma. Et travailler avec un grand monsieur comme ça a toujours été un de mes plus grands rêves. Et il m'a donné cette chance extraordinaire d'être dans son film. Et c'était un film vraiment où, je peux vous dire, il s'est battu pour que le film ait lieu parce que c'était en plein Covid. On avait tournage à Madagascar, donc c'était pas facile. L'aéroport était fermé. Enfin, il y avait encore quand on arrivait, on était confiné pendant 5 jours, et puis après là-bas encore le confinement. Enfin bref, donc on était un petit peu au milieu de tout ça, mais avec la volonté de Robin Campillo et celle de Marie-Ange Luciani, qui est grande productrice de Vent éternel, la productrice, là en ce moment on parle beaucoup d'elle avec Anatomie d'une chute, ce cinéma extraordinaire qui est français, qui est le beau français qu'on retrouve dans aucun autre pays. Et pour moi, vraiment un honneur de reprendre ce rôle. Et j'ai énormément appris sur ce film et énormément appris de Robin Campillo. Ouais. Oui, tu as vraiment un rôle en plus qui prend une ampleur comme ça de ces hommes qui sont avec leurs épouses. Bon, on est à une autre époque, hein, parce qu'on est dans les années 70. Et c'est vrai qu'on a vraiment ce côté, t'es un terrien, t'es un bonhomme, quoi. Il y a ce côté, en plus, il y a le côté chant, danse que tu abordes aussi t'as dû énormément travailler sur ce rôle quand même. C'est ce qui a plu en fait à Robin, c'est la façon dont il m'a trouvé, c'est il a tapé sur Google chanteur d'opéra et acteur. Et donc, vu que j'ai fait une centaine de films et que j'ai joué tous les plus grands rôles classiques de Cyrano, en passant par Shylock, Othello, et je les ai joués en anglais et en français. Et il avait dit, bah tiens, c'est super. Et puis il y a eu l'audition, j'ai eu 2 auditions, c'est très très bien passé. Et puis il y a eu un moment où je pouvais plus faire le film parce que j'étais bloqué aux États-Unis. C'est-à-dire, je pouvais pas quitter les États-Unis pendant le Covid. Et je leur ai dit, ouais, ça m'embête vraiment. Et puis, ils sont revenus. J'ai dit, il faut le faire parce que peu importe. Et après, j'ai été bloqué pendant presque un an en France où je pouvais pas revenir à New York. Et puis, il y a plein de choses qui sont tombées, des films que j'ai eu l'immense honneur de faire. Mais ouais, c'est un rôle absolument extraordinaire. Et c'est vrai que ça a été très intéressant. Mais moi, j'avais ce côté où je parlais, où je chantais un petit peu, Oui, un petit peu, il y avait ah, vraiment mais cette bonjour. gouaille, Exactement, cette ouais. puissance dans la voix.
Et un peu que j'ai Mais de oui, que tu as plaisir avec. là, et encore plus accentué, on va dire. C'est, tu emportais les autres. Je veux dire, les autres étaient vraiment des militaires, et toi, tu étais dans un jeu et avec ce sourire qui te caractérise. Finalement, c'était assez. Je veux dire, pour le coup, on voyait que toi. Oh non, mais j'ai eu la chance d'être avec Sophie Guillemin, qui est la Excellent. plus grande actrice au monde, Ouais. hein, avec, et de la voir comme épouse dans le film, c'est un cadeau Elle est extraordinaire. merveilleuse. Je veux dire, vous faites vraiment un très beau couple pour le coup. Et on était dans la vie, on était amis, enfin, on est toujours amis, hein, mais c'était extraordinaire. Et ça, je pense que ça vient beaucoup de Robin, en fait. C'est un des rares réalisateurs de cinéma qui répète, non seulement qui répète, mais qui fait en plus de ça une répétition sur le lieu du tournage, en dehors du jour de tournage, parce que c'est facile, pendant qu'on installe les caméras, on répète une fois, vous voyez, ça, je l'ai fait 100 fois. Mais lui, vraiment, des vraies répétitions. Donc moi qui viens du théâtre, j'étais dans mon élément avec les répétitions. Ouais. Et justement, il m'a appris à chanter un peu moins quand je parle. C'est-à-dire que moi, je disais, vous voyez, bonjour mon cher Jean-Luc, comment vas-tu aujourd'hui? Ça me fait tellement plaisir de te voir. Ça, c'était comme ça. Et lui, il m'a dit, non, dit, bonjour Jean-Luc, c'est un plaisir de te voir. Donc pour moi, c'était très nouveau de parler comme ça. Même là, dans une interview, j'ai l'impression de le jouer, de parler comme Oui. ça. Alors que je suis plutôt comme ça dans la vie. Mais, mais voilà, c'est un réalisateur qu'on a envie de servir. Et moi, toute ma vie, j'aurai une reconnaissance pour lui. Et des acteurs extraordinaires. Il y a eu Kim, Guy Meirez, il y a eu Nadia Tereskevich, Charlie Vauzel, c'était son premier rôle au cinéma. Et puis, enfin, il y a vraiment un casting vraiment extraordinaire. Mais c'est cette ambiance que Robin a créée, où le mot action, en fait, il était dans la continuité, Oui. je pense, de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on n'était pas, ouais, ça va et tout, allez, maintenant on est dans la scène. Non, Vous c'était la y êtes suite déjà. de ce qu'il y avait. Et ça, j'ai beaucoup appris de Robin, surtout cette scène de départ, cette scène à table. Les scènes à table, où vous avez Compliqué. 15 personnes, où chacun a une phrase à dire, et il y a les contre-champs et tout, c'est le truc le plus dur à Très filmer. clairement, oui. Et Robin, c'est en plus donc de son intelligence d'écriture, de son intelligence du placement des caméras, de sa mise en scène, c'est aussi quelqu'un qui vient du montage, qui a fait les études de montage, de cinéma technique. Donc, il est très fluide dans le montage, dans la mise en scène, dans l'écriture. Et c'est quelqu'un qui réécrit pour faire vraiment du sur-mesure constamment. Enfin, voilà, je ne devrais pas dire ça, mais je pense que j'aurais donné tout ce que j'ai pour être dans ce film. Mais Oui. écoute, c'est vrai que moi, mon seul regret que j'ai eu par rapport au film, ce n'est pas par rapport au film, c'est par rapport au fait que je ne l'ai pas vu à Cannes au mois de mai. Je sais, je sais. En fait, Parce bon, que j'ai été très surpris qu'il ne soit pas sélectionné. Je pense que c'est aussi certainement une déception pour Robin parce que c'est quelqu'un qui a aussi besoin de cette lampe de lancement pour ses films parce que bon, c'est comme ça. Certains films ont besoin d'être accompagnés et l'accompagnement du Festival de Cannes aurait été magnifique pour le film. Je sais bien. Mais bon, tu sais, il a eu derrière un beau succès en salle. Il a fait plein de festivals. Oui, Euh, je suis rentré là de New York il y a une semaine. J'étais dans l'avion Air France. Tu sais, quand tu marches, tu sais, quand tu vas aller aux toilettes pendant le vol et que c'est vol de nuit, tu vois tous les écrans. Pratiquement tout le monde était en train de le sur le regarder. film. Ouais, le film, donc il est voilà, il a son autre vie, mais oh, je pense que maintenant ils sont plus dans l'inclusion par rapport à des quotas. Mais en tout cas, c'est un film vraiment extraordinaire et vraiment dû avoir ce courage de faire ce film. Oui, Euh, parce que c'est vraiment sur un thème qui est pas, qui est très peu Pas connu pour exploré. le coup. On parle Exactement. beaucoup des événements en Algérie, Maroc, Tunisie, mais Madagascar, c'est très clairement oublié. Et cette position des Français qui étaient là-bas présents, on n'a quasiment pas de film là-dessus, hein.
Et exactement. Et en même temps, ça rappelle aussi, moi j'ai trouvé aussi, j'étais touché quand le musée de l'armée de l'air ont justement retweeté. Il me semble qu'ils ont soutenu le film, je suis pas sûr. Ça rend hommage aussi à ces Bien Français sûr, dans lesquels bah, le plus important, c'était on sert l'État français. tout à Et fait. ces gens-là qui ont donné leur vie pour l'État français. À l'époque, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas d'Instagram, donc il n'y avait pas des appels à je sais pas quoi pour remercier, pour honorer un tel et un tel. Mais c'est ces gens-là, voilà, que j'ai de jouer un pied noir finalement dans l'armée française. C'était vraiment un honneur parce que ces gens-là, ils ont cet amour, c'est des bons vivants, c'est tout ce qu'on veut, mais ils avaient cet amour entre eux, entre Français. Et ce qui est très beau aussi dans le film, et vraiment, moi, j'admire vraiment Robin pour ça, c'est vraiment le courage qu'il a eu d'abord de faire le film un petit peu plus que le carré, tu sais, Oui, voilà, oui, oui. Il y a un format bien trois, particulier, je oui. crois que ça s'appelle, Mm. euh, c'est qu'on trouve dans les westerns, etc. Mais surtout, l'audace qu'il a eue à l'époque où, moi je sais, quand je fais du montage, je resserre vachement parce que les gens, ils n'ont pas le temps, faut en mettre plein la vue. Et lui, vraiment, il s'est laissé respirer entre les dialogues et en même temps sans tomber dans le cliché du film d'auteur où Tout il à y a fait. une phrase et on attend comme ça 3 ans avant l'autre réplique. Et vraiment, le travail sur l'esthétisme, la couleur, c'est rien que dans la bande-annonce, on voit tout de suite de Oui, quoi il oui. s'agit. C'est un très grand film et tu sais, ces livres, t'as dû en voir plein. C'est où il y a les 100 films qu'il faut voir dans sa vie. Ou les... Vraiment, en 2023, sortir un film aussi beau, et c'est une leçon, quoi. C'est une Oui, et leçon. c'est gonflé parce que finalement, comme tu le disais très justement, c'est pas un thème qui est très abordé au cinéma. Et si il y a tous ces sous-chapitres qu'on a dans le film où il y a cette camaraderie, cette position liberté, égalité, fraternité, finalement, tout est posé et devient avec une respiration très actuelle finalement. On Mm. a vraiment tout ça qui est rejailli de 2023-2024. Il faut même le voir plusieurs fois, le film, hein, parce Oui, que même moi qui était dedans, hein, le fait, à la partir de la deuxième fois, j'ai compris certaines choses quand elle dit aux Français, une Malgache, elle dit partez, j'ai plus peur parce qu'ils sont dans la nuit. Bon, je vais pas révéler trop, mais dans la nuit, en fait, elle dit partez, vous les Français. C'est ce qu'elle dit. On n'a plus peur, maintenant on est indépendant, etc. Et enfin, c'est tellement beau. Et j'ai eu beaucoup de. Et puis le pays Madagascar est très très beau. On a été extrêmement bien reçus. Et aujourd'hui, quand j'ai beaucoup de gens de mon âge qui me disent, vous savez, mon père était à l'armée à Madagascar, mon père était là-bas, ma mère était là-bas. Et bah, vous leur avez rendu hommage et ça me touche beaucoup. C'est un peu semi-autographique hein, sur la vie de Robin, parce que Robin, oui, c'est je me suis justement douté un peu. Hmm. voit dans le film et il y a tous ces points de vue qu'il a, le point de vue de la famille, le point de vue de l'enfant, le point de vue. C'est vraiment, voilà, moi, c'est le genre de film, Ouais, et c'est très poétique pas tous aussi les avec jours. sa vision de Fantomette. On voit, je me suis dit, ça ne peut qu'être avoir été vécu, ça. On ressent ces lectures d'enfants. Et je me suis douté effectivement que ça faisait partie d'un côté très autobiographique pour lui. Mm. Donc Complètement. ça, c'était il y a un Et an. avant, Qu'est-ce qui nous maintenant, emmène en 2024? C'est un personnage. Et là, tu as ton rôle de réalisateur ouais. pour ce personnage. C'est un documentaire qui va arriver. Déjà, ça s'appelle Rocancourt. Et Rocancourt, bah, c'est pas l'endroit en France, c'est le personnage. Hein, c'est Oui, Christophe absolument. Rocancourt. Absolument, Jean-Luc, merci beaucoup d'en parler. Oui, c'est Christophe Rocancourt, bah, il fait partie de la culture française, je trouve. C'est un monsieur qui a eu un parcours de vie absolument incroyable. Alors en France, on l'a mis comme l'escroc des stars, alors qu'il n'a jamais escroqué quelconque star, mais qui a fait, oui, des escroqueries. Mais ce qui était intéressant, c'est ce personnage qui est tombé, qui s'est relevé, tout ce qu'il a vécu, son enfance.
Et tu sais, Jean-Luc, plus ça va, plus je trouve que on est le résultat d'une équation. Tu vois? Et pour moi, c'est important de comprendre toute l'équation, le début de cette équation. Et c'est pour ça que je suis parti vraiment de ses parents, de son enfance. Et à la fin, je te le dis, je suis dans le montage, même si ça y est, le film, il est fait. Maintenant, c'est des détails, des choses à ajouter, retirer, tester, etc. Mais tu ne regardes pas le film à la fin sans pleurer. Il y a une émotion qui se dégage de ce film qui est très forte parce que c'est vraiment un portrait intime et qui pour moi est un tournant dans les films que j'ai faits de documentaires où j'étais très documentaire biographique, etc. Là, j'ai mélangé le film, le documentaire, l'interview avec bien sûr des archives, etc. Mais La aussi fiction. avec voilà, avec l'action, avec le thriller, avec, je veux dire, les premiers tests là que j'ai fait avec les gens, ils m'ont dit, là, ils ont les mains moites. Il y a des scènes qui sont très, très, très tendues parce qu'il était quand même un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, par Interpol. Enfin, c'était surtout pour un Français, c'est jamais arrivé. Donc, il y a des courses-poursuites dans le film. Il y a des équipes de SWAT, vous savez, l'équivalent du GIGN. Il y a des investigations du FBI. Il y a la cavale. Il y a les gangs qui lui courent après, il y a la mafia, il est dans la même prison que John Gotti, qui est un plus grand mafieux new-yorkais. Enfin, il y a tout un tas de choses qui n'ont jamais été abouties. Donc, les documentaires qu'il y a eu avant ou les reportages télé qu'il y avait eu avant sur lui, c'était à charge. Tu le vois dans la lumière, dans le sombre avec le truc. Je veux dire, bon, moi, c'était pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de bienveillance envers les gens que j'interviewe. Et puis, je pense que c'était important. Tu sais, pour moi, c'est un peu un personnage shakespearien. Tu vois, c'était un mélange de Richard III avec Hamlet, avec voilà, sans la mort à la fin, mais qui a échappé à la mort plusieurs fois. D'ailleurs, il le dit plusieurs fois dans le film. Et puis, le côté religieux qu'il a. C'est quelqu'un de très, très, très croyant qui va à l'église. Et c'était vraiment très touchant. Et puis surtout, moi, j'ai voulu faire un film où, lorsque vous voyez le film, vous repartez avec quelque chose. Tous les films que j'ai faits, c'était comme ça. Vous voyez, même les spectacles que je fais, je veux que les gens repartent avec quelque chose. Et donc, sur ce film-là, c'est vraiment à la fin un hommage à tous celles et ceux qui sont tombés et qui se sont relevés. Voilà. Et Et donc, tu as dû le rencontrer pendant combien de temps pour préparer ce documentaire? Déjà, comment il a accepté? ah ben, tout simplement, moi, j'avais très peur au début de Ah faire ouais, un film sur quelqu'un qui est un peu sulfureux. Vous voyez, sur quelqu'un qui a fait de la prison, etc. Donc, j'avais un peu peur. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on croit que je cautionne, en tout à fait, ce fait. qu'il a fait étant le réalisateur. Et j'ai demandé conseil à des amis comme Elie Chouraki, d'ailleurs j'ai fait un film sur lui, à Lisa Azuelos, qui est ma mentor, qui est j'ai envie de dire ma professeure, ma sœur, tout, vous voyez. Tu as des Et très bons conseils, hein. ah, oula, elle, Les deux là, c'est très bon. Lydie Et, Chouraki et et Lisa deux sont vraiment différents, deux styles des très bons différents. conseils. C'est pour ça que c'est important d'avoir des conseils de gens différents. Et, et, euh, et en fait, j'ai réalisé, mais attends, quand Coppola, je ne prends pas pour Coppola, hein, mais quand Coppola il fait un film sur la mafia italienne, on lui dit pas est-ce qu'il cautionne le crime organisé. Donc après Tout à tout, fait. j'ai un film là il me manque encore une partie à retourner parce que le pauvre il a perdu son père, donc il lui a fallu un peu de temps. C'est Grégory Zawi, le cerveau de l'escroquerie à la taxe carbone. Max Carbone, ouais. Voilà, donc le film s'appelle Le Cerveau 2.0. Et donc j'ai tourné la moitié du film. Et c'est à partir de là où je suis rentré dans le monde un peu criminel. Même si en France, bien sûr, il y a une jurisprudence entre criminel et délinquant. Donc lui, techniquement, il est délinquant. Avec les avocats, tout ça. Moi, j'étais à milieu de la prison. Moi, j'ai un PV de stationnement. Je dors pas pendant 2 semaines, hein. Donc,
et donc avec Christophe, c'est grâce vraiment à son avocat, maître Jérôme Boursican, qui d'ailleurs est dans le film, où voilà, on a eu une rencontre avec Christophe et on s'est assis comme ça a duré un quart d'heure, hein. Il m'a dit, OK, machin, il m'a dit, mais attention, hein, tu passes après Thomas Langman, hein. Est-ce que tu es prêt? Je lui dis, oui, parce que je suis intéressé par ton histoire et il y aura beaucoup de bienveillance. Et il y a eu voilà un rapport très simple et il m'a dit, bon, tu veux le faire quand? Je lui dis, on peut tourner lundi. Et dans même pas une semaine. Et donc, je pense aussi que ça lui a plu. Et de toute façon, ça a toujours été ma marque de fabrique, c'est que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. C'est-à-dire, je dis, voilà, on va faire ça, on tourne. Ce sera, ça va pas faire, c'est peut-être pas Marvel, c'est peut-être pas Star Wars, mais au moins avec moi, ça a lieu. Tout ce que je dis a lieu. Et donc, on a eu l'interview et en même temps, quand tu parles de préparation, oui, je connaissais les grandes lignes de sa vie, mais en même temps, je pars du principe du point de vue, du point de vue, pardon, du public qui connaîtrait rien sur lui. Et en même temps, ceux qui connaissent un peu, mais qui veulent repartir avec ce petit truc en plus. Donc, la première question que je pose dans tous mes films, c'est qui êtes-vous? Vous voyez? Et ce qui m'intéressait, c'est voilà, il raconte son histoire, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Quand vous avez le FBI derrière vous, quand vous avez, oui, il a peur, oui, mais il est inquiet. Il a adrénaline quand il y a des gens, des gangs qui vont lui tirer dessus parce qu'il s'est embrouillé avec l'un d'eux en boîte sans savoir qui était qui et qui lui tire après. Et lui, qui est pas du tout dans ce monde, qui prend un flingue et qui va tirer sur les gens, quoi. Une adrénaline où il arrivait même plus à se contrôler. Et après, il se sauve et il arrive dans un parking du commissariat, d'équivalent du commissariat de police, et qui le voit arriver avec un flingue. Et là, la police se met à sa course. Enfin, on est dans une histoire absolument incroyable. Et c'est C'est une même pas, histoire ça se passe jamais. rocambolesque Ouais, pour au Rocancourt. concours boulesque. Ouais. Mais j'ai même envie de dire au début du film, je sais pas si je vais le noter ou pas, mais c'est pas inspiré d'une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Et en même temps, je pense que moi, ça m'a vraiment aidé parce que j'avais ce regard un peu, oh, il a été en prison, lui, attention. Et ce film aussi parle de ça. Que si on avait eu l'enfance de Christophe Rocancourt, qui on serait? Oui, C'est ça qui est intéressant. Ouais. c'est à la base. Bon, moi j'ai vu quelques images hein, du. Tu es le premier à qui j'ai envoyé un premier brouillon du trailer. Et Euh, donc évidemment, ça donne très envie Merci. de voir la suite. Et on est vraiment sur quelque chose de puissant parce qu'on sent que ce qui t'a aussi motivé à travers tout ça, c'est une rapidité. Tu as travaillé dans l'adrénaline et c'est aussi pour coller au personnage. Il y a énormément d'images déjà dans le trailer. C'est vrai que on vit ce qu'il raconte, on le vit et tu l'as pas mis dans l'ombre pour revenir sur le documentaire qui a été fait sur lui chez Canal+, où là, effectivement, d'emblée, c'est un truand. Oui, Et là, toi, tu as pris un homme. ça fait plaisir que tu dises ça, Jean-Luc, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Celui qui a fait le documentaire là, sur Canal, c'est un très, très grand Oui, réalisateur, hein. oui, tout à fait. Pas 1% de son niveau, hein, je n'arrive pas à la cheville, hein. Mais disons que la réalisation, donc la mise en scène, c'est une écriture. Donc, je t'aime, on peut le dire 150 000 fois, cent Bien cinquante sûr. mille manières différentes. À mon âge, on le dit de n'importe quelle manière, ça me va, hein. C'est ça qui était absolument passionnant et ça fait vraiment très, très, très plaisir qu'un grand monsieur de cinéma comme toi dise ça parce que c'est vrai, c'est la lumière et c'est de comprendre ce personnage, c'est s'intéresser aussi à l'autre. Euh, Moi, j'ai pas beaucoup d'intervenants dans le film, hein. Vraiment, j'ai fait des films sur Lisa Azuelo, j'ai une quinzaine d'intervenants, j'ai tous les plus grands acteurs français. Euh,
Mais là, vraiment, Christophe tout seul qui raconte son histoire, il y a rien besoin de rajouter, quoi. Donc, bien sûr, j'ai d'autres gens qui sont venus, qui ont dit des choses, mais, euh, mais également cette fraternité qu'il y a dans le monde du banditisme que je connaissais pas du tout et qu'il y a entre eux certaines règles qu'il y avait à l'époque, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, c'est mettre en lumière son histoire. Et je pense que il méritait d'avoir un film comme ça dans lequel il peut raconter son histoire. Et pour avoir fait un film, par exemple, sur Elie Tahari, qui est un grand fashion designer américain, qui est inconnu en France, mais aux États-Unis, il fait partie de la culture américaine. Il a dit cette très belle phrase quand il a vu le film pour la première fois. Il m'a dit, je peux mourir demain, je sais qu'il y a ce film. C'est-à-dire que si un jour, dans 20 ans, 30 ans, on veut savoir qui est Elie Tahari, tiens, c'est-à-dire que moi, je lui ai dit, si tu veux qu'on attende qu'on soit tous les deux dans une chaise roulante et qu'on se souvient même pas ce qu'on a mangé hier, on peut. Mais je pense qu'il faut le faire maintenant. Et je pense que ce film sur Christophe dont on parle depuis presque 15 ans, qu'il va y avoir un film sur lui, et ça se fait pas, et c'est reporté, et ça change pas, et les droits, là, la chance que j'avais, c'est que les droits avaient expiré. Donc, je suis arrivé pile au bon moment. Ils avaient expiré, je crois, 2 mois avant, un truc comme ça, qu'on ait fait le deal. Et Christophe a été ravi. Et surtout, dans le film, il s'est vraiment donné. Il s'est pas forcé à être interviewé. Il s'est pas forcé à raconter. Il a vraiment, vraiment raconté. Et je pense, c'est intéressant, le regard de l'enfance et le regard de la pauvreté sur l'enfance et le, le- le- la réussite qu'il a eue à changer le cours de la transmission familiale. Tu sais, tu as des parents donc, qui étaient violents, sa mère était prostituée, son père était un homme violent, agressif, etc. Mais il a beaucoup d'amour pour ses parents, hein, mais euh, lui, il aurait pu continuer dans ça. Lui, il aurait pu reprendre le flambeau du père, il a vu de la violence, donc il va continuer avec la violence. Et bien lui, c'est devenu un excellent père, c'est le père que je souhaite à tous les enfants du monde, avec mon propre père bien sûr, mais qui a ce côté-là où il ne rigole pas sur l'éducation de ses enfants, et je trouve que c'est très beau. Quand il y a quelqu'un voilà, qui aurait pu rester dans ce, dans cette direction et qui a choisi de changer, je trouve ça très, 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 très beau. Et aujourd'hui, c'est un homme en paix, plus qu'il y a 10 ans. Donc, je trouve que vraiment, le bon Dieu, il fait les choses au bon moment, je Oui, pense. à la fois mûri, il prend de l'âge, comme nous tous, et effectivement, t'es au bon moment je pense qu'il est sans filtre, Hmm. et ça, c'est important, et on le voit aussi dans ta façon de filmer, dans ce que j'ai vu, il est mis en lumière. Hmm. Il est pas mis comme vedette, mais il est mis en lumière. Et je pense que tout homme a droit d'être mis en lumière, surtout que, bon, même si c'est un escroc, admettons. Il faut voir le documentaire pour le savoir. Mais même si c'est un escroc, c'est pas un type qui a du sang sur les mains. Ah ben Donc, complètement. ça n'a D'ailleurs, strictement rien à voir. Je pense que tu n'aurais pas du tout eu la même démarche avec un mec comme Fourniret, par exemple. pas Euh, impossible. et ça t'aurait été impossible, te connaissant un peu, ça t'aurait été complètement impossible. Mais de jouer le personnage, ça m'aurait pas dérangé. Passer un an, 16 heures par jour, 18 heures par jour, je veux dire, moi, je me réveille, j'allume l'ordinateur. Quand je commence comme ça, je l'éteins et je vais me coucher. Et le lendemain, c'est pareil. Où vous êtes toute la journée devant quelqu'un, vous pouvez pas faire un film sur quelqu'un si vous n'aimez pas Bien sûr, il faut avoir une empathie à son égard. vous C'est êtes obligé évident. d'avoir de la bienveillance. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez, mais mon travail, c'est aussi de montrer cette histoire, de la rendre la plus fluide possible pour que le spectateur il se perde pas et de la construire sur cette histoire. Mais c'est vrai que son histoire, elle a pas besoin de talent parce que c'est l'histoire en elle-même, elle fait tout. Alors, à partir du moment où j'ai trouvé le bon rythme, où j'ai trouvé les images, où il y a un côté, vous voyez, thriller américain, mais en même temps un petit côté French touch, des voyous à l'ancienne, le côté palace, Paris, les boîtes de nuit de l'époque, les prisons américaines, l'enfer carcéral.
tout ça mélangé, ça fait un truc complètement explosif. Mais effectivement, euh, c'est aussi une approche d'un personnage. Donc, si vous jugez votre personnage, vous pouvez pas les interpréter. Ce qui est beau, c'est le résultat de cette équation. Comment il est arrivé là, voyez? Et à la fin, son remords de l'avoir tué, où il se tue lui-même. Je parle d'Othello, hein. Oui, 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 tout Euh, à fait. On va préciser que c'est Othello, oui. Othello, ouais. Et à la fin, c'est ce crime passionnel qui l'a fait par amour. Sinon, vous dites, bah, c'est un meurtrier. Bah, il n'y a pas besoin de faire le film. Mais si vous Exactement. expliquez que c'est un crime par amour et que il aimait tellement sa femme, il était tellement amoureux d'elle que il a tellement souffert que ça l'a amené au crime passionnel. C'est pas quelque chose que bien entendu, je recommande, mais c'est quelque chose qui est intéressant et surtout, encore une fois, qui nous enseigne, qui nous dit attention au Yago, attention à ce que dit Yago, attention à tous les Yagos qu'il y a autour de nous, parce que derrière, tu peux faire une connerie. Donc, c'était très intéressant et j'ai appris de tous les rôles que j'ai joués, quand j'ai joué Shylock, quand j'ai joué Cyrano. Quand on apprend Cyrano, on se dit, bon, bah, plutôt que de penser au physique, essayons d'être admiratifs en tout. Here's a Frenchman claiming he's an heir to Rockefeller. Personne ne vérifie. Christopher Rockefeller, Au revoir, plus belle évasion, ils n'ont jamais revu. Je sors toutes les télés. especially in New York. And he notes that Rocancourt is Je suis inquiet. La seule question que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont pas me buter par aimer la race? Ils vont pas aimer le petit Frenchie qui se balade comme ça. Prison effrayante. Il y avait Jimmy Hoffa, John Gotti, le haut de gamme du grand banditisme, la mafia new-yorkaise. En prison, le sentiment n'existe pas. C'est un rock qui quand même peut lui faire peur. Un rendez-vous loupé. On avait tellement de choses à se dire. Il a souvent été accusé à tort d'infraction et blanchi par la justice, ce que peu de gens savent. Donc, ce personnage de Christophe Rocancourt, finalement, est-ce que toi, tu t'y es attaché? Est-ce que tu t'y es retrouvé aussi, peut-être? Euh, Parce qu'il y a quand même, à la base, quand on prend un personnage, on a une certaine attirance. Alors, c'est pas, comme tu le disais pour Othello, c'est pas ton personnage. Mais est-ce que, justement, cette attirance vers ce personnage t'a parlé, ce que toi, tu attendais du personnage, est-ce que tu l'as trouvé? Oui, complètement. C'est une excellente question. Oui, en fait, moi, c'était par rapport à l'enfance où j'ai été très, très, très touché. Et puis, j'ai toujours été, comment dire, très touché par ces gens qui sont tombés et qui se sont relevés. Et je trouve qu'on ne parle pas assez d'eux. Et quand quelqu'un tombe, on aime bien lui rajouter encore un autre coup sur la tête et de porter ce manteau, d'avoir le courage de porter ce manteau tous les jours. Euh, je me suis retrouvé dans ça, je me suis retrouvé dans l'enfance et je me suis retrouvé dans ce côté de tomber et de se relever. Et quoi qu'il arrive, de continuer tout droit, de foncer, c'est une question de caractère. Et lui, il explique que ça vient de son enfance, parce ils avaient, ils avaient pas le choix que c'était vivre ou mourir, hein, ils n'avaient pas le choix que de survivre. Et bien entendu, oui, on se retrouve dans le film et on est tous des Christophe Rocancourt. On a tous quelque chose de Christophe Rocancourt en nous, je pense. Et donc, maintenant, d'un point de vue pratique, quand on va pouvoir voir ce film? Parce qu'on a très, très envie. Eh bien, écoutez, écoute, moi aussi, je suis très envie que vous voyez. A priori, la première parisienne, c'est le 2 avril sur les Champs-Élysées. Voilà, ce qui est pour lui, voilà, l'enfant né, qui a grandi dans une caravane, placé à la DAS, orphelin, enfin jeté dans la rue, qui dormait dans le métro, d'avoir un film sur lui, sur les Champs-Élysées, c'est quand même quelque chose. C'est une belle Donc ça, revanche c'est sur le la 2 vie. avril. Ouais. Et puis après, il va être dans plusieurs salles au mois d'avril. Et il y a des avant-premières régionales vers la fin mars, vers la mi-mars. Ouais. D'accord. Pour le moment, il y aura ça. Peut-être il y aura des surprises. Peut-être il y aura un accès VOD à l'avance.
Euh, Là, je suis dans vraiment les derniers préparatifs du film, les derniers. Là, il y aura le trailer là qui sort et et ouais, il me reste vraiment des tests. Je fais beaucoup de tests avant pour savoir les endroits meilleurs que d'autres, les retoucher si ils n'ont pas compris, pour que vraiment quand je présente quelque chose au public, ce soit vraiment quelque chose de qualité et qu'ils puissent voir. Donc ouais. En tout cas, mars-avril, il est en salle, hein. Alors, justement, puisqu'on a cette joie de se rencontrer aujourd'hui, pour moi, tu représentes un homme de paix. Tu as, Merci. tu as reçu en 2020 le trophée de la diversité de l'UNESCO. Et je ne je peux pas te laisser partir sans te dire quel a été depuis le 7 octobre de l'année dernière ton sentiment sur cette tragédie qu'on a tous pris je vais être un peu vulgaire, dans la gueule Mm, au matin de ces événements en Israël. mm. Euh, on est différent, tu vois, un peu comme quand on a vécu le 11 septembre. Oui. euh, on, on s'est dit, mais est-ce que c'est possible? Mm. Voilà. C'est un beau parallèle que tu fais entre le 11 septembre et puis le 7 octobre. Moi, j'ai eu de la chance en même temps parce que j'étais en pleine production d'une comédie musicale sur Anne Frank. Alors, c'est une comédie musicale, mais c'est un truc très sérieux, hein, c'est très émouvant. Euh, Justement, quand on chantait plus jamais ça, enfin, et puis là, on était en plein dedans. Donc, c'était très douloureux, mais il y a un truc. Au début, on entend parler de 100 morts, de 200 morts, et puis au bout de 3 4 jours, on était à 1400. Et après, il y a ces phrases, il n'y a jamais eu autant de Juifs qui ont été tués que depuis le Holocauste, que depuis la Shoah. Donc, on se dit, waouh, c'est quelque chose, quoi. Et puis, il y a des vidéos qui ressortent, des vidéos où les gens sont abattus comme des bêtes, hein. Euh, donc moi, il y a deux choses que j'aimerais dire. C'est la première, et je pense que ça n'a pas été assez dit du tout même, c'est que dès qu'il y a eu le 7 octobre, je ne sais plus, je pense peut-être le 7 au soir ou à partir du 8, en tout cas sûr, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de la part de musulmans qui m'ont exprimé leur soutien et qui m'ont dit à quel point ils avaient honte que des gens qui se serviraient de l'islam, qui est une religion de paix, pour commettre ces atrocités. Et que ces gens, non seulement n'ont rien à voir avec l'islam, ils se foutent même, je pense, hein, de l'islam, mais aussi, je pense qu'ils se foutent aussi de la Palestine et des Oui, Palestiniens. Autrement, ils les utiliseraient pas en tant que bouclier et l'argent qu'ils reçoivent des aides, ils s'en serviraient plus pour l'éducation que pour des roquettes, parce que les roquettes, comment elles arrivent, combien elles coûtent, bon. Euh, donc ça, je pense que c'est important et que les musulmans du monde entier n'ont pas à se justifier ou à s'excuser de ces ordures qui est le Hamas, qui n'ont rien à voir. Et en même temps, j'ai eu aussi très peur de la réaction israélienne. C'est que je savais que Israël aurait tapé très fort pour justement se servir de levier en disant, bon, on arrête de taper si vous rendez les otages. Parce que je crois qu'à un moment, il y a eu 250 otages. Enfin, je ne sais plus c'était oui, combien. c'est à peu près ça. Les premiers Ah, otages, ouais. on est à 280 otages, ouais. Ouais, et là, il en reste, je pense, la moitié ou un truc comme ça. Ouais, à peu près 180. On est encore sur beaucoup d'otages. Après, sont-ils tous vivants encore? C'est autre chose. Mais effectivement, il y a des disparus dans les otages. Ouais, Et il ouais. y a des disparus qu'on considère comme otages. Et puis, il y a eu cette vidéo d'un père. Il a appris que sa fille, il pensait qu'elle avait été kidnappée et il a appris que sa fille, et finalement, avait été tuée. C'était un décor. Et il a sauté de joie, il était heureux. Il m'a dit, je suis content qu'elle soit décédée plutôt qu'elle soit otage de ces gens-là. La folie, comment on peut tout perdre dans ces moments-là, mais
Mais oui, enfin, moi, j'ai eu très peur de la réaction parce que je me suis dit, les enfants, d'abord tous ces civils aussi en Palestine qui n'ont rien fait et qui vivent et qui souffrent et qui vivent de tout ça. Et ces enfants qui voient leurs parents, encore une fois, mettre tout dans un sac et partir, qu'est-ce que ces enfants vont grandir et qu'est-ce qu'ils vont euh, comment est-ce qu'ils vont se réconcilier après avec Israël? C'est ça qui m'a fait très peur. Et ça, j'y ai pensé tout de suite. Dès que j'ai vu la nature des attaques, j'ai dit, oh là là, Israël va répondre, il va y avoir une escalade très très forte. Et bon, et le problème, c'est que, bien sûr, les otages, c'est important. Ils ont fait libérer beaucoup de prisonniers aussi en face. Donc après, j'ai peur qu'il y ait encore ce genre de choses pour les nouveaux prisonniers, de les refaire libérer et qu'il y ait constamment cette machine infernale. C'est ça qui m'a fait vraiment peur. Alors que quand il y avait Trump, quoi qu'on en dise, il n'y avait pas de problème, hein. Il n'y avait pas la Russie et l'Ukraine, il n'y avait pas l'Afghanistan, il y avait rien de tout ça. Euh, mais on arrivait à une paix, on arrivait à quelque chose avec le Hamas, qu'on dit on, je suis pas Oui, oui, mais israélien, hein. d'ordre général, Ouais, mais j'ai eu peur de ça. Et puis à New York, je me souviens, il y avait des menaces d'attentats, il y avait des menaces contre les lieux juifs. Moi, j'avais peur parce que Anne Frank, bien sûr. on était sur Times Square, on était partout, hein, c'était une grosse production. Il y avait, on en parlait beaucoup, donc on a dû demander à voir, j'ai demandé moi à voir la police devant le théâtre armée, l'équipe counter-terrorism, de contre-terrorisme, qui était là. Enfin, c'était pas agréable dans ces moments-là. Mais et puis, moi, ce qui m'a fait en même temps de la peine, c'est l'opinion du public. C'est qu'en 24 heures, c'était Ah, Israël, les pauvres, regardez ce qu'ils ont eu. Et dès que Israël a riposté, ah ben non, on avait presque oublié ça. Donc, ça a fait beaucoup de peine. Et puis, tous ces féministes qu'on voit, bah, ils sont où pour dénoncer les viols, pour dénoncer tout ça. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait peur. Et ce que j'ai eu peur, c'est de jeter ce froid entre les juifs du monde entier et les musulmans du monde Bien entier, sûr, bien sûr. dans les Et c'est relations. certainement aussi ce qui est voulu à la base par des gens du Hamas. Euh, Exactement. Je suis content c'est que tu me dises ça. de jeter les uns contre les autres. Et moi, pour être allé, je voulais toujours dans ma vie, bon, j'ai eu des drames de santé et je Mm. voulais vraiment aller un jour à Auschwitz. Et Mm. je suis de religion chrétienne, hein, donc Ah ouais. je suis pas juif, Ça mais arrive à des gens très bien, hein, tu sais. ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est la blague que je disais. Ça Ouais, arrive. Je suis pas juif, je suis catholique. Mais il en faut, il il en en faut faut. aussi, Qui il va en faut. acheter au détail, sinon? Bien sûr. Et ça m'a, j'avais vraiment ce besoin d'aller sur ces lieux parce que, bah, pour rentrer dans l'intime, Mm. je n'ai jamais pu supporter de regarder un film comme La liste de Schindler Mm. jusqu'à sa fin. Mm. Pourtant, je suis un adorateur de Steven Spielberg, mais j'avais la nausée. Et Mm. j'adore le cinéma et j'ai vu tout type de films, bien évidemment, mais celui-là, c'est Amen de Costa Gavras, enfin, tous des films qui traitent de la Shoah me sont des films insupportables. Et Ouais, je voulais comprendre pourquoi ce lieu m'était insupportable. Et donc, je suis ouais. allé sur, bon, j'étais un peu mieux au niveau santé, je suis allé avec une de mes filles sur les lieux et Wow. j'ai vraiment ressenti. Et là, on se dit, comment l'humain peut en arriver là? Est-ce que d'ailleurs, on peut être humain en faisant ça? Ben, tu sais, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que il m'est arrivé la même chose que toi. J'ai eu l'opportunité, étant ado, qu'il y avait des voyages, d'aller à Auschwitz et tout ça, et j'ai jamais voulu y aller. Je me suis dit, j'avais peur que je puisse changer ma vision de l'homme. Vous voyez, de me dire,
Non, en fait, peut-être que ça n'a pas eu lieu. J'étais presque dans ma tête à espérer que ça n'a pas eu lieu. Et puis, j'ai fait un tour de l'Europe là l'été dernier en voiture et donc je passais par Varsovie. J'ai dit, bon, je vais aller à Auschwitz. Déjà, c'était au mois d'août. Il faisait 30 degrés à Varsovie. Je suis arrivé à Auschwitz, il faisait 8 degrés. Donc tu te dis, imagine en février, les pauvres avec le t-shirt, avec Bien le sûr, pyjama l'horreur. dans le froid. Hmm. Bon. Et je me suis dit, waouh. Et quand tu arrives, tu regardes les étoiles et tu te dis, waouh, qui a pu voir ces étoiles et a demandé, mais pourquoi? Et donc j'ai vu et alors ils savaient que je venais, parce que c'est un musée maintenant. Toute l'équipe du musée d'Auschwitz savait que je venais, donc ils avaient fait les choses très bien. Ils m'ont demandé de chanter des prières juives, le Kaddish, tout ça, dans un endroit où il y avait les camps, etc. Et j'ai vu tous les camps. Bon, j'étais bien sûr ému, mais j'étais pas non plus. Je me suis dit à la fin, j'étais avec le guide. Il y en avait deux. Il y en avait un qui était catholique et un qui était musulman. Je pense que c'est important de le dire. Les deux polonais. Et je leur parle, je leur dis, mais comment ça a pu avoir lieu, parce que ça a duré des années quand même, hein. Bien sûr. Comment ça a pu avoir lieu, comment tout ça, quoi. Et ils me disent, bah, tu vois, David, nous, aujourd'hui, en Pologne, on ne tolère pas la moindre insulte raciste, la moindre insulte homophobe, la moindre insulte anti-tout. Pour le moindre crachat, le moindre truc, c'est 10 ans de prison, je ne sais plus combien d'années. C'est parce qu'on sait en Pologne que le moindre petit crachat, la moindre petite insulte, ils m'ont dit comme ça, c'est la première marche qui mène vers Auschwitz. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, eh ben, ça n'a pas eu lieu pour rien, si je puis dire. Tu vois, c'est pas très joli ce que je dis, mais finalement, il y a une suite à tout ça. C'est que plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et quand tu connectes ça avec le 7 octobre, tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qu'ils veulent? Bien sûr, ça a été très douloureux pour des Palestiniens, bien sûr que, il y a Israël qui arrive au milieu, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais à la fin, d'aller comme ça, tuer, abattre les gens qui étaient en train de danser, qui étaient en train de Oui, célébrer massacré. Hmm. la vie, au moins battez-vous contre des gens qui ont eux aussi ont des armes, quoi. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est toujours l'après, en fait. C'est toujours qu'est-ce qu'il va y avoir après ça, quoi. Parce que là, tu sais, j'ai une pièce que je joue au mois de mai à New York, que j'ai écrite qui s'appelle The Trial of Eichmann, le procès de Eichmann. Eichmann. Eichmann, ce que ça passe, c'est le bras droit d'Hitler, nazi, qui était responsable de la solution finale, donc qui a créé Auschwitz, qui a créé tout ça, qui, à la fin de la guerre, s'est sauvé en Argentine. Il a été retrouvé par des agents du Mossad qui l'ont amené en Israël où il a été jugé. C'était la première fois qu'il y a eu d'ailleurs un criminel nazi en dehors du procès de Nuremberg qui a été jugé par une cour israélienne. Vous voyez. Et donc, moi, je me suis donc beaucoup documenté. J'ai écrit la pièce qui va être jouée au mois de mai à New York. Et il y a une interview de Eichmann qui dit à un journaliste SS. Et il y a la vidéo, il y a l'enregistrement de ça, ce qu'ils ont enregistré en audio. Et il dit, moi, ce que j'ai toujours dit, si jamais il y a les alliés qui arrivent à Auschwitz et que quoi que ce soit, vous tuez en priorité les enfants. Tuez tous les enfants. N'en laissez aucun survivre. Et donc, ces généraux lui avaient dit, il lui a dit, mais les enfants, ils vont pas, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils sont tout petits, surtout les adultes qui peuvent se révolter. Si vous n'avez pas compris. Et il dit, si demain on perd la guerre, leurs enfants viendront nous chercher dans le monde entier. Vous voyez. Et donc, c'est cet après qui m'a fait peur, en fait. C'est que ces enfants, même ces enfants de parents israéliens qui peuvent Bien sûr. retrouver une haine, et les enfants de parents palestiniens qui sont pris, qui sont des civils, qui sont pris au milieu.
des bombardements et qui sont pris au milieu de la réponse, parce que c'est Hamas qui a commencé, il ne faut pas l'oublier. Euh, ces gens-là, mais comment ils vont grandir? Ils pourront jamais dire Israël, je t'aime. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus bouleversé, qui m'a fait le plus peur, bien sûr, les victimes, comment on peut, un père qui enterre son fils, une mère qui enterre sa fille, des enfants qui enterrent leurs parents, des têtes, des corps décapités par plus d'une centaine là, dans un kibbutz, enfin, voilà quoi, on va pas refaire l'affaire, mais c'est terrible. Mais moi, ce qui m'a fait peur, c'était, et en plus, c'est dommage parce que on était arrivé finalement, l'Arabie Saoudite rentrait avec Israël, les Émirats, ça y est, c'était On arrivait à fait. quelque chose d'assez proche, et c'est peut-être parce qu'on arrivait à quelque chose d'assez proche de la paix que ça s'est arrivé. Et ça fait tellement plaisir que tu dis ça. Et c'est tellement intelligent la façon dont tu le dis. Parce que effectivement, il y en a que Ça ça n'arrange plaît pas. pas. Ça plaît pas. Dieu merci, il y a des pays voilà, qui savent faire la différence entre bah, la politique qu'il peut y avoir en Israël et le conflit qu'il peut y avoir en Israël et puis les Juifs du reste du monde entier. Bien sûr, Ils évidemment. sont pas Et du tout justement, responsables. pour en revenir à Recancourt, on va souhaiter à tous ces enfants, que ce soit des Palestiniens ou des enfants israéliens, juifs, et à tous les enfants finalement, de pouvoir se construire. Et peut-être avoir une seule revanche, mais une revanche sur la vie, hein, Hmm. et non pas en visant la mort. Je pense que ça serait Hmm. une bonne chose. Et puis rappeler que notre rencontre est basée sur un personnage, donc Christophe Rocancourt, que ce film va sortir début avril. Tu seras sur les champs avec Christophe Rocancourt pour le présenter. Et bah, Avec écoute, toi. mais bien sûr, avec plaisir. Bah, écoute, David, merci beaucoup pour cet Merci à entretien. toi, Jean-Luc. On croise les doigts, hein. Et puis, bah, écoute, que Christophe te porte. Oh, Allez, merci. voilà, c'est un grand En tout cas, plaisir. je remercie Christophe parce que grâce à lui aussi, j'ai eu le grand honneur de te rencontrer, de faire cette interview avec toi. Et tu es quelqu'un, comme je te disais, que j'admire énormément. Merci. Et merci pour ton travail et bravo pour ton courage Merci de beaucoup. ta santé et de te battre. Et on a besoin de toi. Voilà, n'oublie Merci. pas que tu n'es Merci, pas tout David. seul. On a besoin de toi et le cinéma a besoin de toi. Donc, que Dieu te garde, mon cher. Merci, David. Merci à toi. Non, mais c'était drôle. Je ne pourrais pas le refaire aujourd'hui dans les conditions. C'est pour ça que l'histoire reste mythique.